Le libéralisme, voilà un mot qu'on entend vraiment partout et, soyons honnêtes, souvent avec une connotation assez négative. Mais et si ce n'était pas juste une théorie économique? Et si en fait c'était une véritable nécessité pour notre humanité? C'est en tout cas la thèse, assez audacieuse, de Stéphane Gérès qu'on va décortiquer ensemble. C'est parti. Et d'entrée de jeu, l'auteur ne mâche pas ses mots. Cette affirmation, elle est forte, elle est provocatrice. Il ne s'agit pas d'économie ici, pas de politique politicienne, non. Ce qui est dit, c'est que sans le libéralisme, on risque tout simplement de retourner au pire moment de notre histoire. L'enjeu est donc posé d'emblée, c'est bien plus qu'une opinion, c'est une question de civilisation. Bon, avant d'aller plus loin, l'auteur met le doigt sur un problème. Un problème de taille. Le plus souvent, on ne parle même pas de la même chose. Le mot libéralisme est souvent déformé, c'est une caricature. Alors, première étape, on va essayer de déconstruire un peu les clichés. Et voilà l'argument numéro 1, celui qu'on entend sans arrêt. Le libéralisme, ce serait la loi de la jungle, la victoire du plus fort, ni plus ni moins. On a tous cette image en tête, celle du loup qui mange l'agneau. Eh bien, c'est précisément cette peur-là qui justifie pour beaucoup un État toujours plus présent, toujours plus interventionniste pour, soi-disant, protéger les plus faibles. Alors face à cette caricature, l'auteur nous invite à faire une pause. On remet tout à plat et on revient au cœur du sujet. Oublions l'économie un instant. Le libéralisme, nous dit-il, c'est d'abord et avant tout une philosophie. Et elle repose sur un seul et grand principe. Et le voilà, ce fameux principe. C'est presque d'une simplicité désarmante quand on y pense. Chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il ne porte pas atteinte à la liberté des autres. C'est tout. C'est cette idée que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Un équilibre au fond entre le droit d'être soi-même et la responsabilité qu'on a envers les autres. Si on décline ce grand principe, ça donne quoi? Liberté d'action, d'accord? Mais aussi responsabilité de ses actes. Leur respect de l'autre est obligatoire, interdiction de forcer qui que ce soit, et, bien sûr, interdiction de la violence. On voit bien la cohérence de tout ça, chaque point découle du précédent. Le fil rouge, c'est le refus total de la force, de la coercition, comme façon de fonctionner en société. Et c'est là qu'on arrive à une distinction vraiment cruciale. L'auteur insiste là-dessus. Le libéralisme, ce n'est pas un mode de vie particulier. Ce n'est pas non plus un système économique précis. C'est un cadre, des règles du jeu pour la société. Et à l'intérieur de ce cadre de non-violence, on peut choisir d'être ce qu'on veut, conservateur, progressiste, de vivre en communauté, tant que personne n'est forcé à quoi que ce soit. Très bien. Mais si ce cadre est si simple et si juste, qu'est-ce qui peut bien le menacer? Pour l'auteur, l'ennemi numéro 1 de cette philosophie de la liberté, c'est une entité qu'on connaît tous très très bien, c'est l'État. Et pourquoi l'État? Parce que sa nature même, c'est de faire exactement ce que le libéralisme interdit. Utiliser la force. L'État, c'est l'institution qui a le monopole, le droit légal de nous contraindre, de nous imposer des décisions par la force si nécessaire. C'est donc, par définition, l'antithèse absolue du principe de non-coercition. En fait, on voit vraiment deux visions du monde qui s'affrontent ici. D'un côté, le libéralisme, qui agit comme un bouclier pour protéger l'individu contre les abus de pouvoir. Et de l'autre, la dérive ultime de l'État, le totalitarisme, où l'individu est complètement écrasé au nom d'un collectif. Et ça, que ce soit le communisme ou le fascisme. C'est à ce moment-là que l'auteur tire la sonnette d'alarme. Parce que dès qu'on commence à faire une petite entorse au principe de non-coercition, on s'expose à deux dangers redoutables. Première question, et c'est un vrai piège, si on accepte de forcer quelqu'un pour le bien commun, où est-ce qu'on s'arrête? Qui va fixer la limite? Une fois que cette porte est ouverte, il devient très très difficile de la refermer. Et puis la deuxième question, qui est encore plus fondamentale, au fond, qui décide de ce qu'est l'intérêt général? La réflexion de l'auteur est simple mais terriblement efficace. Si c'était vraiment dans l'intérêt de tout le monde, personne n'aurait besoin d'être forcé. Logique. La contrainte, c'est donc toujours l'aveu qu'un groupe impose sa volonté à un autre. Et voici comment l'auteur décrit cette fameuse pente glissante, cette route vers le totalitarisme. Ça commence comment? Étape 1, quelqu'un pense qu'il est bon d'imposer quelque chose. Étape 2, la société accepte une petite contrainte, pour la bonne cause. Étape 3, l'idée que la fin justifie les moyens commence à s'installer. Et étape 4, la porte est ouverte au pire, et toujours au nom d'un prétendu monde meilleur. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le vrai danger, nous dit l'auteur, il ne commence pas à l'extérieur. Il commence en nous-mêmes, à l'instant précis où l'on se dit qu'il est indispensable d'imposer nos idées aux autres, même et surtout avec les meilleures intentions du monde. Alors, face à ce danger, quelle est la solution? L'auteur termine son analyse sur une note d'espoir. Il présente le libéralisme non pas comme le problème, mais justement comme la solution pour construire une société apaisée. Le vrai vivre ensemble, dans cette vision des choses, ça n'a rien à voir avec le fait de tous penser pareil. Au contraire, c'est accepter la différence, c'est accepter les opinions qui nous dérangent,
C'est laisser l'autre libre, oui, mais aussi le tenir pour responsable de ses actes. Ce sont les deux faces de la même pièce. Et pour conclure, la boucle est bouclée, le libéralisme, nous dit l'auteur, c'est de l'humanisme en action. Donc logiquement, son absence, c'est une absence d'humanisme. Se battre pour le libéralisme, c'est donc lutter sur deux fronts, contre les excès de l'État bien sûr, mais aussi, et c'est peut-être le plus difficile, contre notre propre désir, notre propre tentation d'imposer notre volonté aux autres. Et l'auteur nous laisse avec cette question finale. Elle a l'air simple, mais en réalité elle est redoutable. En faisant du libéralisme le synonyme de l'humanisme, il nous met face à nos propres contradictions. Parce que, en effet, qui oserait dire qu'il ne veut pas être humaniste ? C'est une question qui reste ouverte et qui invite à la réflexion.